supporter. Tu veux enquêter ou tu veux remuer le passé? Et pourtant, ils vont former la meilleure équipe qui soit. Tu lâches jamais rien, toi. Avec Julie Gaillet, Garance Thénault et Christopher Baghemi, Les Mystères de la Marée inédit, samedi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Retrouvez votre film avec Generali. Generali, assurez vos vies. Retrouvez votre programme avec le saumon Maui. Maui. Et si c'était meilleur quand ça vient de l'éleveur? On est là et on veut l'égalité des droits pour tout le monde, quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Pour 331, contre 225. Le mariage pour tous a fêté cette année ses 10 ans. Alors depuis 2013, la cause LGBT+ a-t-elle évolué? En tout cas, des difficultés nouvelles sont apparues avec toujours en ligne de mire l'égalité, qu'il ou elle soit gay, lesbienne, bi, trans ou appartienne au petit plus de LGBT+. On vous expliquera d'ailleurs ce que ça veut dire un peu plus tard dans l'émission. La communauté LGBT+, entre espoir et désillusion, c'est le thème ce mois-ci dans Quête de région. Victoire et Mathéo sont transgenres et parents, un véritable casse-tête juridique. Sur la même page, je suis homme et femme en même temps, et Mathéo est femme et homme en même temps. Voilà, c'est ça. 10 ans après le mariage pour tous, face aux difficultés à adopter, Cyril et Florian ont fait appel à une mère porteuse. Ça nous a vraiment permis de se rendre compte et d'avoir une vraie gratitude en fait envers ce qu'elle faisait. On n'était pas juste à louer son ventre. L'association Le Refuge vient en aide et accueille les jeunes homosexuels et transgenres rejetés par leur famille. On a des gamins qui sont en souffrance, tiraillés entre l'amour des parents, ce qu'ils doivent à leurs parents et puis ce que leurs parents leur font vivre de violent. On s'est donc invité dans le quotidien d'une famille dans le Cher. Je vous les présente rapidement. Il y a d'abord la petite Ava qui est née en février dernier. Elle a donc 7 mois aujourd'hui et elle fait le bonheur de ses parents. Son père, Mathéo, et puis sa mère, Victoire. Sauf que sur son acte de naissance, eh bien, sa mère, c'est Mathéo et son père, c'est Victoire. Le combat d'un couple transgenre face à la justice, c'est un reportage de Coralie Pierre, Marion Ptac et François Belzo. Pour Ava, c'est l'heure de la sieste. Comme tous les nouveaux parents, Victoire et Mathéo ont dû apprendre les gestes du quotidien. Tu vas faire dodo? Va. La sieste. Un bébé. Des parents comme les autres, à la différence près que Victoire et Mathéo sont tous les deux transgenres. C'est Mathéo qui a porté l'enfant. Né femme, il a conservé ses organes génitaux féminins afin de concevoir et porter Ava. Sa compagne, Victoire, est elle née homme. De la même manière, elle n'a pas encore subi d'opération et a ainsi pu concevoir de façon naturelle son bébé. Une situation inédite en France qui a pris au dépourvu l'administration. On ne savait pas si on pouvait reconnaître, déjà à la base, si on pouvait reconnaître ou pas notre enfant. Que vous avez conçu biologiquement. Voilà. Parce que on nous parlait, même avec l'avocate. De test ADN, d'adoption, des choses comme ça. Parce qu'on était parents transgenres. Le couple tente de contacter le procureur de la République dès le début de la grossesse pour préparer l'arrivée d'Ava, mais sans succès. Ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir sur le livret de famille que leur changement de genre n'était pas reconnu. Donc il est inscrit que Victoire est l'époux ou le père d'Ava, et moi, Mathéo, épouse ou mère d'Ava. Et en même temps? Et en même temps, il est écrit que je suis aussi le fils de... voilà. Et Victoire a écrit que c'est la fille de ses parents.
Sur la même page. Sur la même page. Donc. Sur la même page, je suis homme et femme en même temps, et Mathéo est femme et homme en même temps. Voilà, c'est ça. Du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est que moi, je sois reconnu père, là-bas, et Victoire, la mère, quoi. Donc, pour que le livret de famille soit écrit correctement et que la petite, plus tard, au niveau de ses documents et pour toute sa vie derrière, quoi, que ça soit fait correctement. PDF. Victoire et Mathéo ont pris une avocate pour les accompagner dans leur combat. Ils doivent préparer leur prochain rendez-vous pour demander une aide juridictionnelle. Donc là, c'est la Sécu qu'il me faut à partir du mois de janvier. Oui. Oui, parce que tu étais en congé maternité. Oui, du coup. Face au silence du législateur sur leur existence et sur leur réalité quotidienne, les familles transgenres sont démunies. Pour se faire aider, Victoire se rend chez son avocate à Bourges. Bonjour. Bonjour Victoire, entrez, vous entrez. Merci. Je voulais vous voir parce que j'ai préparé l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bourges où l'on va assigner monsieur le procureur, enfin en l'occurrence madame la procureure, puisque la copie intégrale de l'acte de naissance de Ava ne peut pas rester comme elle est, puisque c'est une atteinte à votre... Assigner la procureure de la République de Bourges, c'est la prochaine étape de la procédure. Elle devra alors se positionner sur la modification de l'acte de naissance d'Ava. L'avocate a avant tout à cœur de défendre les intérêts de l'enfant. Années et des années, j'ai 30 ans. Si elle va passer un examen et qu'on demande la copie intégrale de son acte de naissance, si elle a un emploi, un entretien ou quoi que ce soit, un passeport ou un voyage ou je ne sais quoi, et qu'à un moment on demande la copie intégrale de son acte de naissance, je ne veux pas qu'un tiers sache ce qui relève de notre intimité à nous, à savoir que effectivement nous sommes un couple transgenre. C'est ça. Oui, c'est par rapport au monde extérieur, c'est pas pour elle. C'est ça, hein. voilà. Et la Convention européenne. Victoire l'assure. Elle n'a pas besoin du livret de famille pour expliquer à son rythme la vérité à Ava sur l'identité de ses parents. Cette situation l'inquiète pour l'avenir de sa fille. Pour moi, si son livret de famille et son acte de naissance ne sont pas modifiés, elle risque de l'apprendre rien qu'à l'école, etc. J'ai vécu du harcèlement par rapport à mes camarades, j'ai vécu du harcèlement par rapport à mes professeurs. Donc je sais très bien qu'elle peut déjà en subir en tant qu'individu à part entière. Donc j'ai pas envie qu'on lui en donne encore en plus par rapport à ses parents alors qu'elle a même pas choisi ses parents, quoi. Si on peut faire bouger les choses pour tout le monde, c'est encore plus gratifiant. Parce que justement, nous on se bat pour notre enfant, mais pas que, c'est peut-être bête à dire, mais c'est limite on se bat pour la petite à 30-40% et 60-70% pour les autres en fait. Parce que limite son acte de naissance et son livret ne seraient pas modifiés et on pourrait lui expliquer comme nous on en a envie, on le ferait. Mais on a envie de se battre aussi pour d'autres qui, eux, n'auront pas la force de se battre. C'est que même dans 7-8 ans, le couple, aidé de leur avocate, voudrait créer une jurisprudence. Sandrine Barré n'hésite pas à s'appuyer sur les autres procédures en cours pour des situations similaires. C'est évident que le combat des uns sert le combat des autres. C'est évident qu'il y a cette synergie qui est qu'on a un client, on croit en son combat, on considère qu'on n'est pas dans l'illégalité ou dans l'immoralité la plus absolue. Et, si on considère que c'est immoral ou amoral, on ne prend pas le dossier, voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer le droit. Et c'est pas les avocats les plus timorés qui ont fait avancer le droit, c'est pas vrai. C'est effectivement les plus combatifs, les plus combattants, les plus à l'écoute, je pense, de leurs clients, de dire moi, je crois en votre combat et le combat des autres va m'aider aussi. Donc, on va prendre des claques. On va avoir des victoires. Qu'est-ce qu'on fait des claques? Qu'est-ce qu'on fait des victoires? Comment on fait avancer les choses? Une victoire, il y en a eu une première en 2022 dans l'Hérault. C'est l'histoire de Claire, née dans le corps d'un homme et qui décide de changer de sexe à l'état civil. Avant sa transition médicale, elle conçoit avec sa compagne un enfant de façon naturelle. Après 8 ans de bataille judiciaire, la Cour d'appel de Toulouse a accepté qu'elle soit reconnue mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Un combat mené par une avocate parisienne
installée dans le quartier du Marais. Spécialisée dans le droit des nouvelles familles, Clélia Richard voit les dossiers s'empiler sur son bureau. Ces couples qui rencontrent le même problème que Victoire et Mathéo consultent généralement cette avocate dès le début de la grossesse. Nous, les solutions qu'on préconise, c'est lorsqu'un enfant naît et qu'il a 2 parents, qu'il puisse avoir sa filiation établie à l'égard de ses 2 parents, sans procédure judiciaire, parce que Claire, ça a duré 8 ans, que pour Mathéo et Victoire, je leur souhaite que ça soit plus court, mais enfin, ça va quand même être un peu coton. Pareil, moi, pour d'autres cas qui se présentent. Jusqu'en 2016, pour changer de sexe sur sa carte d'identité, il était obligatoire d'être stérile. Une loi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Désormais, sans l'obligation d'une opération chirurgicale, les personnes transgenres ont accès à la parentalité. Mais rien n'a été prévu pour leurs enfants. Leurs actes de naissance restent alors au bon vouloir des procureurs de la République, pas toujours enclins à inscrire le nouveau genre des parents. Donc derrière, ça fait forcément des saisines de magistrats de l'ordre judiciaire qui se disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que j'ai dans la loi ? Ah ben j'ai rien, d'accord, bon, alors qu'est-ce que j'ai dans la Convention européenne des droits de l'homme ?» Et puis ça vient se heurter aussi à la norme sociale, aux convictions. Enfin, je veux dire, nos magistrats, c'est pas des cyborgs. Hein. Pour faire bouger les choses, Clélia Richard est investie dans l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, aux côtés d'une dizaine d'avocats, mais aussi de chercheurs, dans le but de sensibiliser les parlementaires et les médias sur la parentalité transgenre. Bonjour Cléo. Comment ça va ? Elle doit faire le point sur les dossiers en cours avec Cléo Carastro, membre active de la commission. Le dossier de Bordeaux, moi j'attends mon délibéré. Je ne suis pas très optimiste. Oui. Très concrètement, on part du terrain. Donc Clélia a l'avantage de partir des situations concrètes au tribunal. Elle travaille avec des personnes qu'elle défend, qui se battent pour qu'on reconnaisse leur droit à être parents. Ce n'est pas toujours garanti pour les personnes trans qui sont discriminées à plusieurs niveaux, et notamment au tribunal, lorsqu'on se retrouve face à des experts qui ne sont pas formés sur les questions, à des avocats, des avocates qui peuvent être très agressifs, voire offensifs par rapport aux questions de trans. C'est un sujet très sensible. Il y a beaucoup de familles où il y a des parents trans. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des parents trans, et plus qu'on ne le pense. Et donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre sa vie correctement. Ce combat juridique ne sera pas la première bataille dans la vie de Victoire et Mathéo. Nés dans le mauvais corps, ils ont dû très tôt se battre contre ce mal-être. Et tu vois, là, le visage que j'ai, triste, tout le temps comme ça. C'est ce que tu avais à H24. Tout le temps, H24. Il n'y a pas un moment où je rigolais, où je souriais, ou... Jamais, tout le temps comme ça. Et tu regarderas sur toutes les photos, c'est quasiment tout le temps comme ça. De leurs anciennes identités, ils ont pourtant conservé des souvenirs. Des moments douloureux pour Mathéo, qui s'appelait alors Florin. Je pense que c'était un peu un appel à l'aide ou quelque chose comme ça. Je pense que je voulais montrer ce que cet album-là, après je l'avais montré à ma famille, j'avais montré à des amis, etc. Et je pense que j'ai mis longtemps avant de faire ma transition. J'ai commencé, j'avais 24 ans. Et là, j'étais tout jeune, j'avais 18-19 ans. Victoire aussi a un album photo qui date d'avant sa transition. Une période de sa vie où elle répondait encore au nom de Valentin. Du coup, ça c'est le nouvel an où j'ai annoncé à ma meilleure amie que je voulais commencer ma transition. Et du coup, elle m'avait prêté une robe, son maquillage, etc. J'ai commencé à m'habiller au rayon femme à mes 18 ans. Opérer une transition de genre et vouloir concevoir un enfant n'est pas toujours compatible. Pour concrétiser leurs rêves, Victoire et Mathéo ont dû faire des sacrifices et interrompre leur transition hormonale. Ils ont tous les deux repris leur traitement. C'est d'ailleurs le prochain sujet que veut aborder Victoire sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, je vais vous montrer le traitement hormonal que je prends. Et donc, j'en mets 2 sur la cuisse gauche, 2 sur la cuisse droite. Et ensuite, il faut masser jusqu'à temps que ça s'imprègne. Pareil, ça, je le fais le soir, juste avant de dormir, pour que le cerveau ait le temps de tout assimiler pendant la nuit, parce que le cerveau travaille beaucoup plus la nuit que la journée. Répondre aux médias ou partager son quotidien de maman transgenre sur les réseaux sociaux, c'est pour Victoire une démarche militante. Du coup, ça se présente. Je veux faire bouger les choses, je veux aider un maximum de personnes. Et j'ai beaucoup de personnes justement qui sont venues me voir pour me dire que leur transition n'avait pas encore réellement commencé parce qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas comment faire exactement. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de leur expliquer comment moi j'ai fait, comment Mathéo a fait. 8 ans. C'est le temps que pourrait prendre ce combat juridique pour faire reconnaître leur changement de genre sur l'acte de naissance d'Ava. Bah oui. Victoire et Mathéo le savent, le chemin sera encore long. Au total, ce sont plus de 300 familles qui sont concernées en France par ce vide législatif. Un vide qui devra faire débat au Parlement pour régler la question de la filiation transgenre. Mélanie Rocher, vous êtes présidente du GAGL 45, c'est le groupe Action Gay et Lesbien dans le Loiret. Vous avez vu le reportage avec Victoire et Mathéo que vous connaissez sans doute. Quel regard vous portez sur leur histoire, sur leur parcours? Eh ben moi j'ai un regard plutôt fier et plutôt satisfaite de voir qu'il n'y a pas que les personnes qui sont dans les assos qui militent. Alors il en faut bien évidemment. C'est du militantisme. Mais c'est ça, c'est aussi du militantisme. Toutes ces familles, dans le reportage on voyait, il y a 300 familles qui sont en cours de procédure. Victoire et Mathéo, on le voit très bien, c'est du militantisme parce que ça va créer des jurisprudences. 300 familles, est-ce que ça veut dire que les cas se multiplient? Il y en a de plus en plus? Alors, oui, nous, dans notre local, par exemple, jusqu'en 2018-2019, on recevait 3, 4, 5 personnes transgenres par année. Okay. Aujourd'hui, on en reçoit 3, 4 ou 5 nouvelles personnes par semaine. Mais vous allez m'expliquer ce que vous faites justement ici au GAGL 45. On visite? On visite, allez, c'est on y va, parti. je vous suis. Nous voilà dans notre local. Donc ça y est, c'est ici le GAGL 45, tout à fait. Le GAGL, le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret. Okay. Ça se voit. Ça se voit, effectivement. On a un bar à capote avec des préservatifs de 2 tailles, des préservatifs internes, du gel. D'accord. L'idée, ça, direct à l'entrée. Direct comme ça. à l'entrée. L'idée, c'est que les personnes puissent se servir librement, anonymement, s'ils le veulent. Okay. On a une bibliothèque. Un peu de lecture. Bon, on a fait une petite visite sommaire des lieux. Le groupe Action Gay et Lesbien, quel est son rôle? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, au quotidien, nous, il faut savoir qu'on a été créé en 1990. À l'époque, c'était un gag de créer une asso LGBT+, à Orléans. D'où le gag en 90. On a rajouté le L en 2000. Pour, donc, groupe, à la base, c'était groupe Action Gay. Maintenant, c'est groupe Action Gay et Lesbien. On a rajouté le 45 pour s'identifier dans le Loiret. Et centre LGBT+, LGBT+, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Et le plus, c'est aussi pour nos alliés, les personnes hétérosexuelles qui nous soutiennent. On sait très bien qu'on n'aurait pas eu le mariage, qu'on n'aurait pas eu la PMA pour toutes, s'il n'y avait pas aussi des personnes hétérosexuelles qui nous soutiennent. D'où le LGBT+. Comment vous aidez les gens qui viennent vous voir? Et qui sont les gens qui poussent la porte du GAGL ici à Orléans? Alors, on a plein de personnes qui viennent nous voir. On accompagne les personnes dans leur questionnement LGBT+, d'identité de genre. On en parlait tout à l'heure pour les personnes transgenres, mais aussi pour les personnes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou qui ont des problématiques au sein de leur famille, de leur travail, qui auraient besoin
de conseils ou d'aide. Parfois, on intervient. Ça nous est déjà arrivé d'intervenir sur le milieu professionnel juste pour expliquer. Parce qu'en général, c'est parce que les personnes ne savent pas, qu'elles ne comprennent pas. Donc, on intervient. Ou alors, ici, des fois, on a reçu des familles. On reçoit quotidiennement des familles qui... Ah, mais est-ce que c'est ma faute si mon enfant est homo ? Est-ce que c'est ma faute si mon enfant n'est pas bien dans son corps ? Et du coup, c'est juste une personne tierce qui va intervenir, va parfois ouvrir les yeux ou juste permettre de réenclencher la conversation entre le jeune et sa famille. Ou pour les personnes transgenres, c'est régulièrement qu'on a des enfants, parce que les personnes transgenres font leur coming out, ils ont 40, 50 ans, donc ils ont une vie hétérosexuelle passée, alors du coup, leurs enfants ne savent pas trop comment se positionner. Avant, il fallait l'appeler papa, maintenant, il faut l'appeler maman, ou réciproquement. Donc voilà, on est là. Cette porte est toujours ouverte. Cette porte est toujours ouverte. On est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, sans rendez-vous, le matin sur rendez-vous, et c'est ouvert pour tout le monde. On fait aussi de la prévention santé. Dans notre local, nous, on a un coordinateur, Anthony, qui accueille toutes les personnes et qui est formé pour faire des tests de dépistage rapide pour le VIH. C'est une piqûre au bout du doigt. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. 1 personne sur 10, selon un sondage récent de cette année, s'identifie en tant qu'LGBT+, et c'est même 1 personne sur 5 chez les moins de 26 ans. Alors autant vous dire que le mariage pour tous concerne beaucoup de monde. Mais alors, qu'en est-il ? On se rappelle des débats à l'Assemblée nationale, on se rappelle aussi des opposants lors des manifs pour tous. Qu'en est-il donc aujourd'hui, 10 ans après ? Eh bien, regardez ce reportage signé Marine Rondonnier, Samuel Foucault et Marianne Leroux. Oui, c'est bien ce mariage que nous ouvrons aux couples de même sexe. 29 janvier 2013, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, défend le projet de loi de mariage pour tous devant l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui divise les Français. Pendant 6 mois, la France voit défiler les anti-mariage pour tous, opposés à l'adoption par des couples homosexuels prévus par cette loi. Ce sont toujours les mêmes revendications. Nous sommes pour la défense de l'enfant et de la famille. La défense de l'enfant d'avoir un père et une mère. À cette époque, Cyril et Florian n'étaient pas encore tombés amoureux. Tous les deux se rappellent de cette période comme si c'était hier. Il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui. Je m'étais jamais senti aussi différent. Puisque j'ai grandi comme tout le monde, dans la même société que tout le monde. Et en fait, j'ai jamais vu de différence, moi, à celle de mes frères et sœurs, autre que le droit de se marier et le droit de fonder sa propre famille telle qu'on l'entend. On avait l'impression qu'en fait, tout était permis. Les gens pouvaient se permettre de dire n'importe quoi, d'avoir une certaine une discrimination qui était très ouverte. Et c'est vrai que pour le coup... Pour moi, j'ai eu beaucoup de colère. J'ai eu de la colère et ça m'a presque déclenché un sentiment de revanche où je me suis dit un jour, je me marierai comme vous. Pour 331, contre 225. Le 23 avril 2013, la loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Le mariage et l'adoption sont ouverts à tous. Cyril et Florian peuvent enfin prendre leur revanche. C'était vraiment par amour en fait. Ouais. On s'est mariés par amour. Et c'était important de se marier par amour. Oui. Il m'a vraiment fait la demande parce qu'on était bien, parce qu'on était heureux. Ouais. Parce que je lui faisais comprendre aussi que... On était heureux ? Non. On est heureux. Oui. On est toujours. Hein. Oui. Je te le dis. On voulait juste vivre la même vie plan que tout le monde en gros. On veut juste les mêmes droits et les mêmes problèmes et puis vivre nos vies comme on a envie de l'entendre. Une vie ordinaire qu'il n'imagine pas sans enfant. C'est dans la tête de Cyril que naît d'abord cette envie. Bien avant de rencontrer Florian, il se lance dans un projet d'adoption.
Ah, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que à ce moment-là, j'avais essayé la coparentalité 1 fois, 2 fois, imaginez 3 fois. J'ai mis tous mes espoirs dans l'adoption. L'adoption nationale, où j'ai rapidement compris que ce n'était pas possible. L'adoption internationale, où là, j'attendais, et j'attends encore, des retours de mes demandes. Là, ça a été très compliqué, où il a fallu accepter que peut-être je ne serai pas parent. Car Cyril est confronté à la dure réalité des chiffres. D'un côté, la France compte peu d'enfants à adopter, 1000 pour 10 000 agréments accordés chaque année. De l'autre, le bilan 10 ans après la loi. Environ 200 couples de même sexe ont réussi à devenir parents par cette voie depuis 2013. Pour Tatiana Cordier, juriste et militante LGBT à Tours, ce faible nombre d'adoptions s'explique aussi par une discrimination persistante. La loi pour le mariage pour tous a permis aux couples de penser que c'était possible d'avoir accès à l'adoption. Finalement, les chiffres pourraient montrer que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est assez énervant pour les couples de se dire que on nous dit que c'est possible, on nous tend une carotte. Et en fait, dans les faits, les conseils départementaux et les conseillers départementaux mettent les dossiers des couples homoparentaux tout en dessous des autres dossiers. Et en fait, ils passent en dernier et n'ont pas accès à ce bonheur-là d'être parents grâce à l'adoption. Sur les 6 départements de la région Centre-Val de Loire, seuls 3 nous ont transmis les chiffres d'adoption par des couples de même sexe. Parmi eux, le Loir-et-Cher. En 10 ans, 3 couples ont pu adopter un enfant. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans la pratique, on a quand même une pratique qui est extrêmement claire. On a des critères, en fait, identifiés. On instruit les dossiers où on se base sur l'évaluation, en fait, des travailleurs sociaux et l'évaluation des psychologues. Et c'est sur ces bases d'argumentaire-là que notre référente adoption présente les dossiers. Et de manière générale, sur la présentation des dossiers, on nous suit. Là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a confié, en fait, un enfant à un couple de même sexe parce que c'était le projet le plus cohérent au vu du profil de l'enfant et du profil des personnes qui ont candidaté. L'idée, c'est qu'il faut s'engager de manière totale dans ce futur projet d'adoption. Et à certains moments, au cours en fait, des évaluations, on peut avoir des couples qui abandonnent en fait, le projet parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts dans le projet, ou peut-être que ça arrivait trop tôt, ou que finalement, ce n'était pas ce qu'ils avaient envisagé comme procédure. Donc on peut avoir ce genre de situation-là. Les couples se détournent-ils de la procédure d'adoption trop compliquée ou sont-ils victimes d'une différence de traitement? Toujours est-il que depuis 2022, une nouvelle loi prévoit la présence d'un référent antidiscrimination dans les conseils de famille. Ça fait jeu? C'est lequel tu veux? Celui-là. Pourquoi? Après sa désillusion face à l'adoption, Cyril s'est relancé dans sa quête de fonder une famille. Avec Florian cette fois. Ils se sont tournés vers la gestation pour autrui aux États-Unis. Merci mademoiselle. C'est tout pour moi, vous me faites manger? Il faut faire de la bouillie piquée. De la bouillie tout court, ça m'ira très bien. Ils sont aujourd'hui les heureux parents de Célia, 3 ans et demi. Mais avant d'en arriver là, un long combat a été nécessaire. Nous n'avions pas d'argent, j'étais salarié, je gagnais 1 200 € par mois, mon mari 1 100 €, et pas d'économie, pas de famille sur qui nous pouvions compter, et il a fallu trouver cet argent. On estimait à ce moment-là qu'il nous fallait à peu près 150 000 €. C'était une estimation. Cyril et Florian travaillent énormément et obtiennent la confiance d'une banque. Après plusieurs années de sacrifices, ils peuvent enfin financer leur parcours GPA qu'ils ont voulu éthique. On s'est tout de suite orienté vers les États-Unis puisqu'on savait que c'était très organisé, carré. Toutes les femmes ne peuvent pas être porteuses aux États-Unis. Il y a des règles. Il faut qu'elles travaillent, qu'elles aient une situation et qu'elles aient déjà leurs enfants. Ça nous a vraiment permis de se rendre compte et d'avoir une vraie gratitude en fait envers ce qu'elles faisaient.
On n'était pas juste à louer son ventre, voilà, vulgairement comme ce qui est dit. On était vraiment dans un échange et dans une relation, à prendre de ses nouvelles régulièrement. Elle nous en donnait aussi, de comment elle allait, de comment, voilà, quand elle commençait à sentir le bébé qui bougeait, elle nous envoyait voilà, des petits messages, ça y est, je le sens bouger. À la naissance de Célia, Florian et Cyril sont tout de suite reconnus comme ses parents aux États-Unis. En France, l'État mettra 3 ans à les reconnaître comme tels. C'est vrai que cet enfant, elle a été plus que désirée. On touche le ciel? On est heureux. On est heureux en tant que parents. On est bien. On est serein. Et puis, on n'est pas confronté à des problèmes plus compliqués que d'autres parents. Donc, on est juste heureux d'être parents. Bon, ça va aujourd'hui? Ouais. Ouais? Ouais. T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, oui. J'ai bien travaillé. Nous retrouvons Tatiana Cordier et sa femme Clémence chez elle, près d'Amboise. Non, je sais pas. Elles se sont mariées dans un but très précis, l'accès à la procréation médicalement assistée. On s'aime, c'est pas la question. Mais on a décidé de se marier principalement parce que la loi PMA n'était pas encore passée. On avait un fort désir de fonder notre famille et d'avoir un ou plusieurs enfants. Et on est juristes toutes les deux et on voulait se sécuriser et sécuriser nos futurs enfants. Ouais. Et c'était principalement pour cette raison-là qu'on s'est mariés. Et aussi un côté militant de se dire on peut le faire donc on va le faire aussi. Le fait que ça soit une obligation peut-être une obligation pour avoir des enfants, c'est quelque chose qui me dérangeait un peu. Ça me questionnait sur ma vraie volonté de me marier. Est-ce que je le fais pour quelle raison? Et puis après, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit toutes les deux, c'est la sécurité pour fonder notre famille était plus importante que tout. On s'aime, ça a été un gros moment d'amour, donc quoi qu'il arrive, on ne regrette pas. Depuis 3 ans, Clémence et Tatiana vivent au rythme de la PMA. D'abord en Belgique et désormais en France, grâce à la nouvelle loi bioéthique qui l'a ouverte à toutes les femmes en 2021. Ça chamboule une vie. C'est un projet qui est très prenant, qui est prenant, que ce soit physiquement, avec à l'époque Tatiana qui faisait les piqûres d'hormones, ça change les choses, ça change notre quotidien. Les projets, le parcours en Belgique était payant, donc on a financé tout notre parcours pendant 2 ans, ce qui supposait ne plus faire autre chose à côté. Maintenant, on a juste à faire quelques kilomètres pour aller faire nos rendez-vous et on peut retourner au travail le matin ou l'après-midi si on le souhaite. Et on a un meilleur accompagnement, c'est moins fatigant, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Ça change énormément de choses. Après, il y a encore des inconvénients, il y a encore des limites à ce parcours-là. Mais c'est vrai qu'on a, ayant vécu l'avant-loi et le parcours à l'étranger, c'est assez confortable à l'heure actuelle pour nous de faire ce parcours-là en ce moment. Ouais. Mais le parcours PMA reste une épreuve pour Tatiana et Clémence. Entre les injections et les inséminations forcément espacées de 6 mois, tomber enceinte peut prendre plusieurs années. Une des limites de la PMA pour toutes, c'est le don de sperme. Le SECOS, service médical d'aide à la fertilité du centre hospitalier de Tours, a multiplié par 10 le nombre d'inséminations depuis la nouvelle loi bioéthique. Plus de la moitié des patientes qu'on voit actuellement en consultation, ce sont des couples de femmes et des femmes non mariées. Ça représente la majorité des consultations et donc on voit un petit peu moins de couples hétérosexuels aujourd'hui. Il y a eu vraiment un gros afflux de demandes de la part de ces patientes. En parallèle, le nombre de dons de sperme n'augmente pas. Et avec la levée de l'anonymat prévue par cette loi, la situation risque de s'aggraver. Ce qui est un peu inquiétant pour l'avenir, c'est qu'actuellement, dans une période un petit peu transitoire, on fonctionne encore avec la banque de donneurs anonymes, mais on sait qu'à très court terme, probablement 1 an et demi, on va nous demander de ne plus utiliser cette banque de donneurs qui ne sont pas en accord avec ce nouveau texte de loi et de basculer sur le nouveau système. Donc il faut que dans ce temps très court, on arrive à constituer une nouvelle banque. Et c'est ce délai très court qui fait qu'on a besoin actuellement d'un afflux très important de candidats aux dons. Accès à la PMA et à la parentalité, mariage, reconnaissance et protection des enfants,
La loi de 2013 a marqué un tournant essentiel dans la conquête des droits de la communauté LGBT. Navion, vous êtes donc délégué régional SOS Homophobie ici en centre Val-de-Loire. Est-ce que ce mariage pour tous a fait changer un petit peu notre société?